Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors il s'est passé quelque chose au début du mois de novembre que vous n'avez pas forcément suivi puisque ce n'est pas relayé tout simplement dans les grands médias, n'est-ce pas? Le 2 novembre à l'ONU, la Russie a soumis au vote du Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution qui s'intitule ainsi en prévoyant la création d'une commission du Conseil de sécurité chargée d'enquêter sur les activités des laboratoires biologiques américains en Ukraine. Voilà, une enquête très ciblée. Eh bien, résultat du vote, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas adopté la résolution de la Fédération de Russie. Alors ça, c'est pas forcément très étonnant. La Russie et la Chine avaient voté en faveur de ce document, mais qui a voté contre? Le Royaume-Uni. Pas très étonnant non plus. Les États-Unis, pas très étonnant. L'Ukraine, pas très étonnant. Et la France. La France a voté contre et ça peut vraiment poser question. Il y a également 9 délégations qui se sont abstenues. Alors pour parler de ce sujet, nous sommes avec Bertrand Scholler. Bonjour Bertrand Scholler. Bonjour Clémence. Vous êtes géophysicien, ingénieur des mines et ancien consultant en stratégie dans les laboratoires pharmaceutiques et dans l'industrie de la santé. Nous avions déjà avec vous, d'ailleurs je recommande à tous nos auditeurs de se reporter également à cette table ronde que nous avions faite concernant les laboratoires pharmaceutiques en Ukraine et ce qu'il en était, c'est-à-dire les différentes annonces qui avaient été faites à ce sujet. Bertrand Scholler, aujourd'hui, est-ce que vous êtes étonné par ce vote? Alors, je ne suis pas étonné par ce vote, hein, et d'une manière générale, par aucun vote au niveau de l'ONU, puisqu'en fait, c'est devenu une chambre d'enregistrement de la décision du grand maître. En fait, à l'origine, l'ONU, c'est censé être un endroit où chaque pays vote avec une voix pour prendre des décisions ou pour condamner des actions qui sont prises en dehors des règles du droit international. Mais on sent bien qu'en fait la démocratie, et on voit avec les élections, bourrage d'urnes, contestation, etc., elle est maintenant principalement gérée par l'argent. C'est-à-dire qu'en fait les gouvernements prennent des décisions de vote en fonction de leurs intérêts propres à court terme et pas en fonction de la légalité ou de la nécessité de comprendre ce qui se passe. Et là, alors, là, on peut comprendre que vous parlez de l'ONU, mais si vous parlez des bourrages d'urnes, vous évoquez peut-être le Brésil ou alors des précédentes élections américaines. Et dans ce cas-là, malheureusement, les preuves n'ont pas été apportées non plus par les partis qui parlaient de ces problèmes de corruption de vote. Mais en réalité, même si les preuves sont apportées, elles sont apportées tardivement à un moment où les gens n'ont plus envie d'en entendre parler, où ils ont envie de tourner la page. Je vais donner juste un exemple qui concerne ces deux sujets. Il y a courant mars, donc la Russie contrôle le nord de l'Ukraine et en particulier la région de Boutcha. Et il quitte cette région et immédiatement le monde entier découvre ce qui s'apparenterait quasiment à un génocide, les charniers de Boutcha. Et dans la foulée, avant même qu'une enquête ait pu avoir lieu, condamnation de la Russie. Condamnation de la Russie, mais pas juste une simple condamnation, puisque la Russie est exclue du Haut Conseil aux droits de l'homme quasiment à la grande majorité. Aujourd'hui, on est 6 mois après. Il n'y a toujours aucune preuve. Il n'y a toujours aucune conclusion d'enquête. Les journalistes. Il y a une enquête qui est menée, mais pour le moment, on n'a pas eu de Exactement. résultat. Mais tous les journalistes indépendants qui suivent et qui regardent en fait tout ce que les grands médias produisent pour expliquer qu'il y a vraiment eu des massacres russes n'apportent aucune preuve, alors qu'en fait, il y a une accumulation de faits qui semble indiquer l'inverse. Mais c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, dans les opinions publiques... Le temps médiatique a fait son affaire. Le temps médiatique a fait son affaire. Et on a exactement la même chose qui se passe au Brésil, puisqu'immédiatement, en fait, quand la contestation commence à naître dans des grandes proportions, les autorités, entre guillemets, internationales, y compris l'ONU, à nouveau, prennent des positions en disant attention, il faut que la démocratie suive son cours, il y a un système, etc. Oui, et ils ont raison. Qui tenterait de l'en empêcher serait elle-même des corrompus. Et ils ont raison, c'est vrai. Mais
on sait bien que la corruption, les moyens électroniques modernes, etc., permettent de changer les résultats. C'est difficile. Alors là, on rentre dans un autre débat, parce que quelle est la solution dans ce cas? S'il faut suivre malgré tout l'impression générale... J'évoque ça parce qu'on a eu le cas, par exemple, pour la condamnation de la tentative d'annexion par la Russie des territoires en Ukraine. Et donc, il y a eu un vote de l'ONU avec 5 votes contre, c'est-à-dire la Russie, etc., qui étaient contre, en fait, la condamnation de leur annexion des territoires, 35 votes neutres, et tous les autres, entre guillemets, présents, puisqu'il y avait une dizaine d'absents, votent pour la condamnation de la Russie. Et on apprend quelques jours après que l'ambassadeur et le ministre des Affaires étrangères de Madagascar ont été renvoyés du gouvernement parce qu'ils avaient eu instruction de leur président de voter en ligne avec la Russie, mais qu'en réalité, sur le chemin, ils ont été convaincus par d'autres de voter en dehors des instructions. Mais ça, c'est vrai dans une proportion beaucoup plus grande. Quand on a évoqué en fait cette séance ce matin, j'ai eu la chance de croiser plusieurs fois dans ma vie des diplomates en fait qui travaillent dans les couloirs de l'ONU. Et en fait, tous les votes sont discutés, sont négociés, etc. Et il faut pas croire qu'en fait le papier arrive parce qu'une bonne volonté veut obtenir telle ou telle décision ou condamnation. C'est un long travail de diplomatie, mais c'est également un long travail de corruption. Mais cette corruption n'est jamais sanctionnée. C'est-à-dire que quand on constate que des pays ont obtenu telle ou telle chose en échange de leur vote, il devrait y avoir une condamnation. Il devrait y avoir une manière de les interdire de voter, etc. En réalité, on se rend compte que c'est la chambre du plus puissant. C'est aussi ce qu'on appelle de la géopolitique. Évidemment, exactement. Ça a toujours existé comme ça. Il y a toujours eu des moyens de pression de certains pays sur d'autres. Alors, je voudrais vous donner un autre exemple qui s'est passé également à l'ONU dernièrement. C'est ce vote donc, la Russie avait soumis un autre vote, celui au Conseil de sécurité de l'ONU, d'un projet de résolution condamnant la glorification du nazisme en Ukraine. Il faut savoir que ce vote, elle le propose chaque année. Ouais. Sauf que l'année dernière, 2 personnes avaient... deux pays avaient voté contre, les États-Unis et l'Ukraine. Et cette année, qui a voté contre? Les États-Unis, l'Ukraine et la France. C'est-à-dire que la France s'est ajoutée. Et Israël même a voté également, elle... Donc, vous parliez de pression, visiblement a été soumise à de très fortes pressions pour voter contre ce projet de résolution. Malgré tout, elle a voté pour, elle. Alors, il faut juste se rappeler pourquoi chaque année, les Russes présentent ce texte. Les Russes ont perdu 27 millions de personnes face au nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pour eux quelque chose d'indispensable, c'est-à-dire le nazisme ne peut pas renaître parce qu'il a causé la mort de quasiment 10% de la population russe. Et donc effectivement, chaque année, ils présentent ça au vote. Alors pour que les auditeurs comprennent pourquoi cette année, il n'y a pas que 2 pays isolés qui ont voté contre la proposition russe, puisqu'elle devrait accueillir l'unanimité à chaque fois, c'est tout simplement parce que les Russes ont justifié leur opération spéciale en Ukraine par la présence de nazis. Et par rapport à la Charte des Nations Unies, la Russie, qui est un des pays qui a vaincu le nazisme, a le droit, dans sa sphère d'influence, d'intervenir militairement pour lutter et chasser le nazi, et il a autorité pour le faire. Et donc, on voit bien... cela reviendrait à légitimer, finalement, l'opération militaire des Exactement. Mais la décision, donc il y a beau avoir eu 50 États qui ont voté contre la proposition russe, est passée. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qui est passé. Mais ce ne sont pas des décisions qui s'imposent aux autres États, en fait. On est véritablement, souvent à l'ONU, on connaît des États qui ont chaque année des dizaines de décisions qui sont prises contre eux, et ça ne change absolument rien. Mais c'est purement marketing. Et comme vous l'évoquiez, Clémence... Elle est passée dans quel sens, cette résolution? Elle est passée dans le sens des Russes. C'est-à-dire que les Russes ont obtenu gain de cause. Ce ne sont pas des décisions qui passent au Conseil de sécurité. Ce sont des décisions qui passent en Assemblée générale. Et là, on est sur des décisions à la majorité simple. Elles n'ont pas de valeur coercitive. Donc la décision est passée par 115 voix pour.
Et il y a eu une cinquantaine de voix contre et une dizaine d'abstentions. Et toujours un certain nombre de pays qui ne votent pas. Mais le plus important, en fait, c'est que l'importance des décisions qui sont prises à l'ONU ne vaut que par la puissance médiatique qui suit. Bien sûr. Comment imaginer que dans un pays comme la France, 99,99% des gens ne sont pas au courant que la France s'est opposée à une enquête sur les laboratoires militaires biologiques présents en Ukraine, quand on sait les conséquences possibles sur l'humanité au cours des 3 dernières années de fuite, puisque maintenant c'est quand même dans cette direction qu'on va pour un certain nombre de virus qui sortent de laboratoires, qui sont mal contrôlés et qui avec des financements privés plus ou moins secrets, prennent des orientations de recherche qui sont dangereuses pour l'humanité. Et donc, on a parlé d'ailleurs de l'affaire du fils de Joe Biden qui était touché par l'un de ces laboratoires. Cette enquête, elle est fondamentale. Il faut qu'on sache. Et mais surtout, ce qui est intéressant, c'est pourquoi refuser une enquête. Une enquête, normalement, si on n'a rien à craindre, n'apporte que des éléments enrichissants, on va dire. En fait, c'est simple. En général, les enquêtes en question, c'est comme toutes les grosses affaires d'enquête. À un moment, les enquêteurs voient des preuves, mais on va leur faire rédiger des conclusions. Il va y avoir des pressions. Et la manière avec laquelle les conclusions sont écrites vont être relativement différentes. Et donc, il y a des pays qui ne veulent pas ce genre d'enquête parce qu'elles multiplient le nombre de personnes qui savent au sein de l'Occident. En fait, si tu ne fais pas d'enquête... les Russes ont des informations, mais tout ce que touche les Russes, de toute façon, est faux, corrosif, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Mais si tu as des enquêteurs sérieux, des gens vraiment sérieux, consciencieux, qui est le cas de tous les enquêteurs, et qui vont avoir les preuves en main, qui vont avoir les éléments, malgré les pressions, en leur âme et conscience, ils savent que... il y a quelque chose de totalement anormal. Peuvent-ils les mettre la question avec la centrale des Zaporizhzhia, il va falloir les assassiner, en fait. Oui. Et tu remarques que dans toutes ces enquêtes, dans toutes les choses comme ça, quand tu suis le fil rouge, le nombre de personnes qui meurent dans des conditions étranges, d'accidents de voiture, etc., d'accidents de voiture, d'accidents d'hélicoptère, d'accidents, à la fin, ça fait quand même quelque chose qui devient énorme. Et c'est pas complotiste de le dire, c'est juste factuel. Sauf qu'on attend donc des enquêteurs indépendants et que pour le moment, de toute façon, ils n'ont même pas commencé à travailler. Non, et puis les enquêteurs eux-mêmes se battent pas parce qu'ils savent tous très bien qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas envie de toucher. En fait, c'est comme... et là, je fais un petit hommage rapide à Alain Houpert, mais c'est comme toutes ces personnes qui ont eu le courage, mais Martine Vonner et d'autres, qui sont convoqués par l'ordre, des médecins, le conseil de discipline, chacun dans sa discipline différente. De dire, il y a un complot mondial sur des laboratoires biologiques, sur le monde financier, sur le monde des médias. Alors, on n'est pas obligé d'appeler ça complot, parce que non, mais justement, j'utilise exprès. Il y a des gens qui disent, il y a ça. Et il y en a d'autres qui disent, non, mais vous dites n'importe quoi. Mais de temps en temps, sur des faits précis, les gens qui sont, entre guillemets, complotistes, ont raison. C'est-à-dire, ils disent, est-ce que c'est raisonnable d'utiliser ça massivement ? Est-ce que réellement, ils sont complètement coupables de vouloir rentrer en Ukraine et de démilitariser, etc. Mais ils sont calomniés, puis, au moment où le temps leur donne raison, ils sont quand même condamnés. C'est-à-dire qu'il faut quand même être complètement fou aujourd'hui pour aller contre l'ordre établi, l'ordre médiatique imposé, parce qu'en fait, même pour vous, ça veut dire pas de subvention, pas d'aide, donc une profonde asymétrie avec les médias qui sont en concurrence avec vous. Merci beaucoup Bertrand Scholler, géophysicien, ingénieur des mines, consultant en stratégie. Vous avez travaillé notamment comme consultant dans les laboratoires pharmaceutiques et dans l'industrie de la santé. Merci encore Bertrand. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.